Canal+, en particulier dans l'équipe du dimanche, puisqu'il n'y a que là que vous voyez tous les buts de deuxième division. Vous allez donc pouvoir, contrairement à ce que vous disait Patrice Arditi, gagner des jeux de maillot, pas de votre équipe préférée, mais pour votre équipe, pour vous, pour votre fils par exemple, pour votre copain. Comment? Eh bien en posant des questions à l'équipe du dimanche. On reprend un petit peu la formule de l'an dernier. Vous vous souvenez que vous posiez des questions par téléphone, vous vous entendiez. Eh bien cette année, vous allez vous voir. Pourquoi? Parce que vous allez vous filmer avec votre caméscope, avec celui de votre copain. Et si jamais vous n'avez pas de caméscope, vous n'avez pas de copain, eh bien vous pouvez toujours aller chez un revendeur Canal+, celui qui vous a fourni votre décodeur par exemple, et il mettra à votre disposition un caméscope pour vous permettre de poser cette question. Nous en choisirons une par semaine et son auteur gagnera un jeu de maillot pour son équipe, offert par notre sponsor que vous découvrirez la semaine prochaine. Alors, comment vous allez pouvoir envoyer ces questions? Eh bien, à cette adresse, l'équipe du dimanche, 85 89 quai André Citroën, 75 711, Paris CEDEX 15. Voilà, et vous posez des questions intelligentes puisque la plus intelligente sera choisie. C'est bien compris. L'autre particularité de l'équipe du dimanche, c'est de vous faire choisir le programme de la semaine suivante. Voilà la liste des matchs que vous proposons pour la semaine prochaine. Jean-Jacques Amsalem va vous la présenter avec, pour commencer, en Italie, Lazio, Parme. En Italie toujours, Juventus, Sampdoria, c'est le match du soir. Et puis Real Madrid, Bilbao, ça c'est en Espagne. West Ham, Arsenal, c'est en Angleterre. Munich 1860 Bayern, le derby de Munich, il a lieu mercredi à Munich. Aberdeen Rangers, ce sont deux clubs phares du championnat écossais, 36-68, 30-68, avec Basile Boli notamment, vous avez vu qu'il a marqué ce soir. Il est en très très grande forme. Vous votez, on attend vos appels, on attend vos questions. Tout de suite, le programme que vous avez choisi la semaine dernière. Les Diables Rouges reçoivent les Rouges qui jouent en vert, pour qu'on les reconnaisse. Manchester United, Liverpool, c'est le big match ce soir. La rencontre du soir en Italie vient de se terminer. Naples accueille la Juventus, vous le verrez tout à l'heure. Barcelone contre Barcelone, c'est un derby particulier car pour une fois c'est l'Espagnol qui est le favori et le Barça, le challenger. Le boxeur nigérian Ike Quartey, champion du monde des Welter WBA, est l'invité de l'événement tout à l'heure. Avec lui, nous reparlerons de la nuit de Las Vegas et de son prochain championnat du monde en direct le 1er octobre sur Canal+. Il n'est pas nigérian, il est ghanéen. Vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Il sera en direct. Il aime le foot, donc il est en train de regarder ce qui se passe dans l'équipe du dimanche, notamment les exploits d'Abedi Pelé avec le Torino, son compatriote. Vous le verrez tout à l'heure. Mais tout de suite, place à la première rencontre de la soirée avec Manchester United-Liverpool, une histoire de rouges, mais les rouges qui ont bien commencé le championnat, c'est plutôt Liverpool cette année, avec 3 victoires pour commencer, et puis un seul but pris en 4 matchs. En ce qui concerne les Red Devils de Cantona, il s'agit de bien gérer les 3 matchs disputés en une semaine. On va voir comment ça s'est passé, puisque le match a eu lieu hier exactement à Old Trafford, avec Vincent Raduro au commentaire pendant une vingtaine de minutes. Je vous souhaite une excellente soirée. Eric Cantona et Mark Hughes donnent le coup d'envoi de cette rencontre qui est déjà un des chocs au sommet du championnat 94-95. Liverpool en vert contre Manchester United en rouge. C'est toujours un match fabuleux. Depuis plus d'un siècle, Manchester et Liverpool sont des villes ennemies, tant au niveau économique que sportif. Chacun veut imposer sa suprématie sur l'Angleterre. Vous vous souvenez peut-être que l'an passé, le match Liverpool contre Manchester à Liverpool à Anfield avait été une rencontre fabuleuse, puisque Manchester menait 3-0 avant de se faire remonter 3-3. On espère bien sûr aujourd'hui que ce match sera tout aussi spectaculaire avec Kanchelskis qui remet sur David May côté Manchester United. Mark Hughes, petite talonnade manquée pour Lee Sharp. Collins avec Danny Sarwin. Un long ballon est très bien ajusté pour Andrei Kanchelskis. Andrei Kanchelskis qui a vu Cantona qui s'est pointé, mais il a tenté sa chance tout de suite. Et il a bien fait, puisqu'il a mis sérieusement en danger le gardien de Liverpool, et David James, qui n'a pu que dévier ce ballon en corner. Une très belle frappe. Regardez cette balle excellente de Dennis Irwin. C'est de là que tout vient, le danger. Et la frappe de Andrei Kanchelskis. Le corner a été tiré avec une tête de Liverpool, sans doute de Yann Mulby. Récupération de Ryan Giggs pour United.
Et récupération maintenant de Ian Rush pour Liverpool qui lance Robbie Fowler, l'un des attaquants les plus dangereux de ce championnat. Heureusement, Denis Irwin lui a barré la route. Kanchelskis qui préfère laisser à David May. Le stade est plein évidemment ici à Old Trafford. Andrei Kanchelskis. Le stade est plein, ça veut dire un peu plus de 40 000 personnes. On aura des chiffres exacts un petit peu plus tard dans la rencontre. Alors le coup franc va être tiré non pas par David May qui est à côté du ballon mais plutôt par Ryan Giggs. Voilà, c'est le spécialiste. Avec beaucoup de monde dans la surface de Liverpool. Il y a Cantona, il y a Pallister, il y a Hughes, il y a Kanchelskis. Et le ballon est pour Cantona. Contrôle, plutôt passe en retrait sur Sharp. La frappe de Paulins n'est pas cadrée. Néanmoins, on se méfie fortement du pied droit de Paulins. C'est grâce à lui que Ryan Giggs a pu inscrire le 3e but face à Göteborg. Ian Mulby. Un bon ballon pour Robbie Fowler à la lutte avec Steve Bruce. Et Monsieur Morton a estimé que Bruce avait commis une petite faute à l'encontre de Robbie Fowler. En tout cas, Fowler, lui, est tombé sur la pelouse. Difficile de savoir s'il est tombé tout seul ou si Bruce l'a aidé. Le coup franc est tiré par Redknapp. Déviation de Paulins. Redknapp toujours. John Barnes. John Barnes arrive à passer pour donner à Ruddock. Barnes encore une 2 avec Ruddock. La tête de Redknapp pour McManaman. Redknapp qui peut centrer pour Ruddock qui frappe. Et super arrêt de Peter Schmeichel, le gardien de Manchester qui sauve encore son équipe. Il l'avait fait à de nombreuses reprises contre Tottenham lors du 2e match de la saison. Et là, c'est un arrêt extraordinaire qu'il a fait devant cette reprise à bout portant de Neil Ruddock, le défenseur central qui était monté. Intervention de McManaman. Attention à cette balle qui aurait pu arriver à Ryan Giggs. Mulby qui sert McManaman. Poursuivi par Paulins et David May. Il ne peut que remettre le ballon à Andrei Kanchelskis. Mais Monsieur Morton a encore une fois sifflé. Et cette fois-ci, la faute a été commise par un joueur de Manchester United. Sans doute Paulins d'ailleurs. Alors, Stig Bjornby joue avec Mulby. Ballon par-dessus pour Robbie Fowler. Et maintenant Ian Rush dans la surface. Petite balle piquée pour Ian Ruddock. McManaman. McManaman qui frappe, qui oblige Peter Schmeichel à faire une superbe parade. Encore une. Et à concéder un nouveau corner. La frappe de McManaman était tout droit dans la lucarne. Regardez. Il faut une superbe détente de Peter Schmeichel pour empêcher le premier but de Liverpool. Liverpool qui domine plus nettement en tout cas que Manchester. Ces occasions sont plus nettes pour l'instant. Et un corner donc pour les verts et blancs avec la reprise de Ian Rush sur le petit filet mais à l'extérieur. Et c'est donc la fin de cette action débutée par un très beau mouvement de McManaman. Et voilà la tête de Neil Ruddock. McManaman qui récupère en dehors de la surface. Il évite Giggs et puis il se met sur son bon pied, c'est-à-dire le gauche, pour faire frémir tout le stade et Peter Schmeichel. Steve Bruce avec Cantona redescendu en position de numéro 6. Cantona, un ballon dédié par Giggs qui arrive vers Lee Sharp dans la surface. Lee Sharp qui tarde un petit peu avant de frapper. Mais c'était sans aucun doute la plus belle occasion de Manchester United. Et il a fallu attendre 20 minutes de jeu avant de la voir, cette première occasion. Lee Sharp qui a attendu une seconde de trop. Ce ballon de Cantona dévié par Giggs. Contrôle de la poitrine de Lee Sharp. Et la reprise qui passe au-dessus du but de David James. Rush avec Redknapp, Mulby et Barnes. Ça va très vite. Rush encore, laisse sur Mulby. Lui-même écarte sur McManaman. McManaman, grand pont sur le défenseur latéral de United, David May.
Et Hughes qui a servi Andrei Koncheskis, l'homme le plus rapide des championnats d'Angleterre. Koncheskis pour Cantona, la reprise de Cantona. Et il y a Giggs derrière qui n'a pas pu marquer. Hélas, mais c'est un corner pour Manchester United. Quelle superbe action. C'est la plus belle occasion de Manchester United dans cette première période. Après 31 minutes de jeu, il aura quand même fallu attendre longtemps avant de l'avoir, cette première occasion. Et vous avez vu cette reprise de Cantona, suivie de celle de Ryan Giggs manquée. Hélas pour les Diables Rouges, pour l'instant, le gardien de Liverpool est inviolé et son ballon est bien capté, même s'il est en deux temps. Le remplaçant de Bruce Grobbelaar, très très serein. David James qui a enfin dans son dos le numéro 1 de Liverpool. Ça fait 2 ans qu'il l'attend, ce numéro 1. Dennis Irwin, Ryan Giggs. Eric Cantona, belle déviation pour Dennis Irwin, ça va très vite, mais retour aussi rapide de Redknapp. Malheureusement, dans l'histoire, c'est David James qui n'a pas pu être le plus rapide des tous, puisque le corner est encore pour Manchester United, qui commence à se montrer de plus en plus pressant sur le but de Liverpool. On avait vu les verts et blancs très très présents dans la première demi-heure de jeu. Et puis maintenant, c'est au tour de Manchester United. Le corner tiré par Giggs, bien sûr. Et la tête de Stevie Bruce. La reprise de Stevie Bruce. Et le superbe arrêt de David James. Malgré le saut de Paul Ince qui était venu à sa rencontre. Stevie Bruce qui a déjà marqué un but d'ailleurs dans des conditions similaires. C'était face à Tottenham. On vous l'avait montré dans l'équipe du dimanche. Mais là, sa tête piquée a buté sur Stig Bjornby. Et Paul Ince n'a rien pu faire face à l'excellent gardien de Liverpool, David James. Eric Cantona. Intervention de Mulby pour redonner ce ballon à Liverpool et à Jones Barnes précisément. Bjornby. McManaman. McManaman, la lutte avec Steve Bruce, et une faute de qui? Eh bien tout simplement de Steve Bruce, le capitaine de United, qui est sanctionné. C'est le premier carton jaune de cette rencontre. Il est pour le capitaine. Capitaine de United qui a commis beaucoup de fautes en cette première période. Il est un petit peu normal donc qu'il soit averti à la fin de cette première mi-temps. Redknapp tire mais mal ce coup franc qui ne sera pas profitable à Liverpool. Et Monsieur Morton siffle donc la fin de cette première période avec une répartition assez simple des pouvoirs et des puissances en place, puisque la première demi-heure a été dominée largement par Liverpool et puis le dernier quart d'heure par Manchester United. Donc pour l'instant les deux équipes se valent, même si on sait que Liverpool peut réaliser une grosse surprise. En tout cas pour l'instant la mi-temps toujours 0-0. Aucun changement dans les deux équipes au moment où Fowler et Rush donnent le coup d'envoi de cette seconde période. Pourtant, on s'attendait à ce que Roy Evans, le manager, l'entraîneur de Liverpool, fasse entrer sur le terrain son nouveau défenseur central, Phil Babb, stopper international irlandais, venu de Coventry pour plus de 30 millions de francs. C'est l'un des défenseurs les plus chers, sinon le plus cher d'Angleterre. Phil Babb qui n'a toujours pas joué. Il est resté pour l'instant sur le banc. Et attention à cette première action menée par Hughes et Giggs. Ici à l'écran, ça a été très rapide, mais heureusement sans danger pour David James. Donc cette défense est toujours composée au centre de John Skeys et de Neil Ruddock. Et le nouvel achat de Liverpool n'est toujours pas employé. Avec ce ballon pour Mulby, McManaman, Eric Cantona, intervention pour donner cette balle à May. Paul Ince. Directement sur le gardien de Liverpool. Attention à cette mésentente. Eric Cantona qui a laissé passer le ballon. Il était pour Giggs, mais c'est Barnes qui remonte à toute vitesse. Barnes qui écarte sur Fowler. Fowler avec Rush et Barnes qui va, non pas frapper, mais écarter sur McManaman face à David May. McManaman, John Barnes est toujours au sol. Il est blessé, il se tient la cheville visiblement. Jamie Redknapp, la frappe de Redknapp et la belle envolée de Schmeichel n'évitera pas le poteau de Tremblay. Heureusement pour lui, ce ballon n'est pas rentré dans les filets de United. Néanmoins, quelle belle frappe de Jamie Redknapp
qui est le tireur de coups francs et de corner de cette équipe. Et on comprend pourquoi. Regardez ce ballon qui va venir faire trembler la transversale malgré la superbe extension de Peter Schmeichel. Un contre favorable à Eric Cantona, le Français, face à John Skeis. Attend le retour de ses coéquipiers, avec notamment Mark Hughes, mais tête de Ruddock pour empêcher Hughes de reprendre la balle de Canto. David May au devant de Robbie Fowler. Les Sharp un petit peu bousculés par Rush, mais le ballon est toujours pour United avec Dennis Irwin, servi par Paul Ince. On retrouve Ince qui joue avec Hughes. Déviation pour Cantona, arrive un poil trop tard et la balle est dans les bras de David James déjà. Mais la belle déviation de Mark Hughes aurait bien pu profiter aux Français. Le jeu d'United en tout cas est beaucoup plus fluide, beaucoup plus intelligent cette seconde période. Et ça devrait logiquement aboutir à un nouveau but des Diables Rouges. Rush, Mulby, John Barnes qui contourne Lee Sharp. Redknapp patiente un petit peu. Redknapp. Rush, Redknapp, Fowler, ça joue très rapidement côté Liverpool. McManaman pour Fowler, maintenant Fowler dans la surface, il frappe, il est contré. Rush, et ça remonte pour United à la vitesse de Ryan Giggs, le plus rapide côté gauche. Et il y a quoi? Il y a une faute, eh bien oui, faute de Rob Jones sur Ryan Giggs. Et il y a monsieur Morton qui n'est pas content du tout, à tel point qu'il va sortir le deuxième carton de cette rencontre. Après celui donné à Steve Bruce en première période, voici carton pour Rob Jones pour cette faute sur Ryan Giggs. Sharp. Autour de John Barnes. Ça va à une vitesse incroyable d'un côté comme de l'autre. Le ballon est déjà dans les pieds de Robbie Fowler dans la surface de Schmeichel. La frappe de Fowler et la belle détente de Schmeichel pour un corner concédé par Gary Pallister. Ouais, Schmeichel n'est pas content d'ailleurs que Pallister ait pété les plombs un peu comme ça. Il aurait voulu qu'il contrôle un peu plus. Mais monsieur Morton a sifflé. Sans doute pour une position de hors-jeu. Le corner a été joué un petit peu rapidement. Tout a été joué trop vite de toute façon. Et voilà la frappe de Fowler. Et puis Pallister qui préfère dégager en corner. Rob Jones avec John Barnes. Mulby, intervention de Ryan Giggs. Et Eric Cantona peut lancer un nouveau contre pour Manchester United. Le voilà qui sert à nouveau Ryan Giggs. Il y a Canto et Mark Hughes au centre. Et le ballon de Giggs est dévié par John Skeis. C'est donc maintenant Mulby qui remonte pour Liverpool. Avec McManaman. Voilà qui devrait accélérer un petit peu tout le jeu. McManaman. Bjornberg. Le centre de Bjornberg est à nouveau dévié. Ian Rush derrière pour McManaman. La frappe est dévissée. Elle aurait pu profiter à Robbie Fowler, mais il n'en a rien été. Robbie Fowler n'a pas eu le temps de voir que ce ballon s'envolait largement à droite, début de Schmeichel. Alors que l'on effectue un changement côté United, puisque c'est Mark Hughes, le Gallois, qui sort au profit de Brian McClair, l'Écossais. On vous remontre cette frappe dévissée de McManaman. Cantona sur l'aile gauche. Cantona avec McClair. McClair qui se retourne difficilement et Ryan Giggs. Mais belle intervention de Ruddock. La frappe de Paul Ince. Pas juste à gauche. Début de James. Monsieur Morton a sifflé. On ne sait quoi. En tout cas, la frappe de Paul Ince était superbe. Ah oui, voilà ce qui explique la réaction de Paul Ince. C'est qu'il a été très gêné par monsieur l'arbitre, monsieur Morton, coupable d'avoir donné un petit coup de coude bien involontaire à Paul Ince. Barnes, McManaman, un grand pont, encore trop grand son pont. Eric Cantona. Koncheskis.
Kanchelskis avec Cantona qui se retourne. Il a un espace devant lui pour servir Giggs. La tête de Giggs, c'était très bien fait. À la fois de la part de Kanchelskis, de Cantona et puis de Giggs bien sûr à la conclusion, même si ce ballon est allé au-dessus de la transversale de James. Regardez cette superbe balle bien dosée par Cantona. Et puis la tête de Giggs qui s'envole. Malheureusement, cette occasion de United n'est pas allée au fond. Mais c'était très joli tout ça. Giggs. McClair qui a vu Andrei Kanchelskis, il est rapide mais peut-être pas assez pour reprendre cette balle. Ouais, Bjorn Bay se fait reprendre quelques mètres à la fin du sprint, mais il était quand même suffisamment devant Kanchelskis pour tacler ce ballon in extremis. Paulins joue avec Cantona, mais bon retour de Bjorn Bay. Rush, déviation de la tête, c'était pour Fowler. Ballister. Déviation de la tête à nouveau pour Cantona. Cantona qui frappe. Belle extension de David James. On joue beaucoup en déviant de la tête en ce moment. Il y a eu cette déviation de Paulins à direction de Cantona. Contrôle difficile mais très bien fait. Et la frappe pour la lucarne gauche du but de James. Malheureusement pour le Français, l'extension du gardien, l'excellent gardien de Liverpool, vient contrecarrer ses projets. Toujours 0-0 et Cantona est toujours à 2 buts marqués cette saison en 3 matchs. McClair. Kanchelskis, contrôle manqué, profite à McManaman, pas pour très longtemps. David May. McClair. McClair, grand pont sur Mulby, c'est réussi. McClair toujours en pleine forme, il peut centrer pour Cantona, la tête de Cantona et encore une fois le Français bute sur ce diable de David James. L'excellent remplaçant de Bruce Grobbelaar dans les buts des Reds de Liverpool. David James qui fait encore obstacle à cette tête de Cantona. Et bien voilà ce qu'on attendait dans cette seconde période, puisque Yann Mulby sort pour laisser entrer Phil Babb, ce stopper dont je vous parlais tout à l'heure, international irlandais venu de Coventry pour plus de 30 millions de francs. Ce qui fait de lui le défenseur le plus cher d'Angleterre, qui n'avait toujours pas joué, bien qu'étant arrivé à Liverpool depuis plus de 2 semaines. À 23 ans, Phil Babb fait donc son entrée à la défense de Liverpool pour logiquement, si tout va bien, s'occuper d'Eric Cantona. Le ballon est en tout cas pour Liverpool avec cette fois-ci Phil Babb qui touche sa première balle et joliment ma foi. Il a réussi un petit peu ce qu'avait fait George Weah au Parc des Princes. Un grand pont relativement bien fait. Phil Babb encore une fois. Alors il a pris tout simplement la place de Mulby, c'est-à-dire devant la défense de Liverpool, mais plutôt en position de milieu défensif. Et le ballon est sorti. Ballister. Paulins. Attention à Kanchelskis qui est devant le gardien de Liverpool et qui marque. Quelle grosse erreur de défenseur de Liverpool. Et voilà que ça profite à la fois à Kanchelskis et à Manchester United. Kanchelskis qui marque son 2e but de la saison et son 2e de la semaine, puisqu'il avait marqué contre Nottingham Forest en championnat, c'était il y a quelques semaines. Et puis il a marqué un but superbe contre Göteborg mercredi dernier lors de la victoire 4-2 en Ligue des Champions. Et voilà donc son 2e but de la saison, Andrei Kanchelskis qui a profité de cette énorme erreur des défenseurs de Liverpool. 1-0 pour Manchester United après 27 minutes dans cette seconde période. Bounce. Phil Babb. Babb toujours, joli contrôle, mais il n'a pas réussi à poursuivre son chemin. La tête de Bjorn Bay, celle de Paulins au devant de Clough. Kanchelskis. David May. Stevie Bruce. McClair.
Koncheskis, le buteur de cette rencontre pour l'instant. Ruddock. Intervention de Paulins. McClair conserve cette balle avant de servir Andrei Koncheskis. Koncheskis toujours avec McClair pour Cantona. McClair toujours, le 1-2 est parfait. Le but de McClair est superbe. Quelle action extraordinairement menée par les joueurs de United qui ajoute un deuxième but à peu près 1 minute après le premier but de Brian McClair. Consécutif à un 1-2 superbement joué avec Eric Cantona. On va le revoir sur le ralenti. Alors voilà, Andrei Koncheskis, le buteur d'il y a 1 minute simplement. McClair, Cantona, McClair et but. C'est superbe. Et ça fait 2-0 pour Manchester après 28 minutes de jeu. 2 buts en une seule minute. Voilà qui devrait permettre de lancer définitivement cette seconde période vers un final époustouflant. Koncheskis, David May. Cantona, attention Cantona, le carton pour Eric Cantona bien sûr. Et oui, ça fait plusieurs fois qu'il est sanctionné pour un tacle réalisé de cette manière. Et il vient s'excuser quand même auprès de l'arbitre, mais c'est vrai que son tacle était beaucoup trop haut. Le tacle par derrière. C'est un jaune donc pour Eric Cantona. C'est son premier de la saison, il le mérite. C'est un petit peu comme ça aussi qu'il avait été expulsé à Glasgow. Une expulsion qui lui avait valu 3 matchs de suspension. Et vous ne l'avez pas vu, mais il y a Neil Ruddock qui vient de lui remettre son col. Vous savez que Eric Cantona est célèbre pour son col relevé. Et voilà, discussion à distance entre Cantona et Ruddock. C'est sympa, heureusement il y a un bon esprit dans cette rencontre. Vous voyez que le col de Cantona est complètement rabaissé puisque c'est Ruddock qui lui a remis comme ça. Et là c'est un petit peu viril maintenant dans cette fin de partie. Il reste quoi, 4 minutes à jouer. Bounce avec Bjorn Bay. John Barnes, Jamie Redknapp. On joue maintenant 1 minute au-delà du temps réglementaire. Le centre de Rob Jones, la tête de Stevie Bruce, c'était sans doute la dernière occasion de la rencontre. Voilà, le score final est de 2-0 sur ce coup de sifflet final de Monsieur Morton, 2-0. Manchester United qui s'impose sur sa pelouse d'Old Trafford face à Liverpool. Manchester United qui est toujours bien sûr le prétendant au nouveau titre de champion cette saison. Liverpool était aussi un des prétendants après avoir réussi un super début de saison. Mais pour l'instant, la hiérarchie est respectée. Manchester United devrait dépasser Liverpool au classement général. Vous avez pu noter l'une des nouveautés de l'équipe du dimanche qui consiste à vous donner des informations avec un déroulant. Elles nous sont fournies par nos reporters qui sont sur place et qui n'ont pas le temps de tout donner pendant le match parce qu'il y a des passages qui sont coupés pour vous réserver le meilleur et nous les rajoutons lorsqu'il s'agit d'informations intéressantes, comme c'était le cas. Une dépêche qui est tombée d'Angleterre, condamné à 2 ans de prison pour vol, un Britannique de 44 ans a expliqué qu'il avait agi ainsi afin de parrainer une équipe de 3e division dont il était le supporter, qui s'appelle Leyton Orient. Raymond Loveridge, c'est son nom, avait dérobé des chèques en blanc signés au siège de la Tokyo World Transport, une compagnie de fret londonien, pour une valeur estimée à 850 000 francs. Il en avait reversé 600 000 francs à son club. Les joueurs de l'équipe, qui ignoraient la provenance réelle de l'argent, arboraient des maillots sur lesquels le nom de la compagnie apparaissait. C'est une histoire absolument fabuleuse qui est arrivée en Angleterre et qui nous amène tout droit à la suite des buts anglais, avec notamment le 7e but de Jürgen Klinsmann qui devrait donner quelques regrets aux Monégasques et qui vous sont commentés par Pierre-André Lacou. Les promus de Nottingham Forest continuent leur beau parcours dans le championnat anglais. Cette fois-ci, ils se déplaçaient à Southampton. Long ballon en avant vers Collymore, le joueur de Nottingham, face à 2 défenseurs. Collymore réussit à se mettre sur son pied gauche. Et Nottingham Forest ouvre le score. Mais en seconde période, suite à ce coup franc, la défense de Nottingham Forest commet la faute. C'est le penalty. Et c'est Le Tissier qui se prépare à le tirer. Le Tissier égalise. Match nul 1 partout entre Southampton et Nottingham Forest, toujours invaincu.
Coventry accueille Leeds et ce sont les Bleus de Coventry qui marquent le premier but. Joli retourné vers la tête de Dublin, 1-0 pour Coventry. Un peu plus tard, c'est une faute dans la surface qui oblige l'arbitre à siffler le penalty. Cook, du gauche, se charge de le transformer. Coventry mène alors 2-0 et c'est en fin de match que Speed, d'une tête au premier poteau, réduit le score 2-1 pour Coventry qui obtient là sa première victoire de l'année. Leicester également est à la recherche de son premier succès et accueille Tottenham. Une percée de Joachim et c'est le premier but pour l'équipe de Leicester. Le reste va se dérouler dans les 5 dernières minutes de la rencontre. Joachim pour servir Love qui trouve une très belle lucarne. Ça fait alors 2-0 pour Leicester. Une minute plus tard, Sheringham centre vers Klinsmann qui d'une frappe solide du gauche inscrit là son 7e but de la saison dans le championnat anglais. Et de nouveau une minute plus tard, c'est Julian Joachim que l'on retrouve pour conclure une belle combinaison. 2 buts, une passe décisive pour Joachim et la victoire 3-1 pour l'équipe de Leicester. West Ham Aston Villa, le match se débloque à 3 minutes de la fin de la rencontre. Un centre, une reprise de Tony Cottee, tout juste transféré d'Everton, et West Ham remporte la rencontre sur le score de 1-0. Sheffield Wednesday Manchester City commence par une partie de jeu de tête devant le but de Sheffield, mais c'est Walsh qui du gauche ouvre le score pour Manchester City. En seconde période, Watson pour Sheffield Wednesday réussit le petit pont sur l'aile droite et Watson ensuite s'en va marquer. Score final 1-1 entre Sheffield Wednesday et Manchester City. À Everton, Daniel Amokachi, le Nigérian, ne sera pas rejoint par le Brésilien Müller. Le transfert pourtant bien entamé de Müller de Sao Paulo à Everton n'a pas pu se conclure pour le joueur brésilien. Et en attendant, c'est Ferdinand qui ouvre le score pour l'équipe adverse, celle de Queen's Park Rangers. Un corner ensuite vers le pied droit d'Amokachi. Premier but de l'année pour le Nigérian et Everton égalise. En seconde période, on retrouve les joueurs d'Everton à l'attaque. Une tête de ride-out vers Roberts, le gardien de Queen's Park Rangers. Roberts essaye de repousser le ballon, mais celui-ci a bel et bien franchi la ligne. Et ça fait 2-1 pour Everton. Mais à Queen's Park Rangers, Les Ferdinand est dans un bon jour. Un contrôle de la tête, une frappe du droit et 2-2, c'est le score final entre Everton et Queen's Park Rangers. Cet après-midi, Chelsea accueillait Blackburn Rovers et ça commence assez bien pour l'équipe de Blackburn, toujours invaincu. Un centre et c'est Johnson, le défenseur de Chelsea, qui contre son camp inscrit le premier but. Mais les Bleus se reprennent en seconde période. Percée de Spencer et Chelsea égalise. Un peu plus tard, échappé de Robbie Slater, l'ancien Lensois, qui donne le ballon à Sutton pour marquer le deuxième but. 2-1 donc pour l'équipe des Blackburn Rovers et une victoire obtenue à l'extérieur par les coéquipiers de Slater. Les autres résultats de cette 6e journée anglaise, Newcastle continue d'enchaîner les victoires avec celle obtenue cet après-midi à Arsenal, 3-2. À part ça, match nul 0 partout entre Crystal Palace et Wimbledon. Et victoire hier 2-0 de Manchester United contre Liverpool. Ipswich Norwich sera joué demain. Newcastle avec 6 victoires en 6 matchs et donc en tête du championnat, 4 points d'avance sur Blackburn et Nottingham Forest. Manchester United se replace à la 4e place. En bas de tableau, Southampton, West Ham, Coventry et Leicester vainqueurs ce week-end laissent Crystal Palace et Everton toujours à la recherche de leur première victoire aux 2 dernières places du classement. Si vous nous rejoignez, vous avez encore un Naples-Juventus qui est un beau match à voir. Il vient de se terminer. Et puis un derby barcelonais tout à l'heure, l'Espagnol contre Barcelone. On regarde quand même la liste des matchs pour vous proposer les votes pour la semaine prochaine avec 6 matchs. Et en ce moment, alors avec Lazio de Parme, Juventus, Sampdoria, Real Madrid, Bilbao, West Ham, Arsenal, Munich, 1860, Bayern et Aberdeen Rangers. En ce moment, c'est Juventus-Sampdoria qui est en tête devant Lazio, Parme
Et le troisième, c'est Munich 1860 contre le Bayern de Munich. Si vous voulez faire changer ce vote, eh bien vous continuez, puisque c'est vraiment de cela que nous partirons pour composer le programme de l'équipe du dimanche pour la semaine prochaine, 36-68, 30-68. Et puis je vous rappelle la nouveauté de l'équipe du dimanche, vous pouvez faire gagner un jeu de maillot à votre équipe ou à celle de votre fils dans l'équipe du dimanche en posant vos questions, non plus au téléphone, mais en vous filmant avec votre caméscope ou celle de votre copain. Vous pouvez aussi vous adresser à votre revendeur Canal+, qui vous fournira le matériel pour poser votre question. Nous vous renverrons la cassette, donc ce ne sera pas perdu pour tout le monde. Et vous pourrez gagner en envoyant cette cassette à l'équipe du dimanche 85-89 quai André Citroën 75 711 Paris CEDEX 15. Vous pourrez gagner donc un jeu de maillot pour votre équipe. Là-dessus, on part en Écosse pour le premier but de Basile Boli dans le championnat écossais. Dire qu'il y a quelques temps, on parlait de son départ des Rangers. Là, ça va bien. En plus, les Rangers ont gagné à l'extérieur. Stéphane Le Goff. Les Glasgow Rangers se déplaçaient à Falkirk et après 2 semaines de turbulence, Basile Boli faisait son grand retour au sein de la défense centrale. C'est pourtant aux avant-postes que l'on va retrouver le Français. Une première frappe du droit contrée, une deuxième du gauche qui rentre, celle-là. Et Basile Boli qui ouvre le score donc après seulement 6 minutes dans cette rencontre. Son premier but dans ce championnat écossais qui permet aux Rangers de mener 1-0. Et le Marseillais qui s'est montré très à son aise visiblement au poste de libéraux pendant cette rencontre. Mais il faudra attendre la 80e minute et cette faute sur Dury pour voir les Rangers se mettre définitivement à l'abri. Le coup franc est tiré par Brian Laudrup. Une petite merveille de finesse. Le gardien est pris à contre-pied et les Rangers qui s'imposent donc à l'extérieur sur ce score de 2-0. De son côté, le Celtic accueillait sur sa pelouse Kilmarnock. Et ça se présente mal en début de deuxième période pour le Celtic avec cette énorme erreur défensive qui profite à Bobby Williamson. Kilmarnock mène à l'extérieur 1-0. Mené à la marque, le Celtic va toutefois bien réagir en fin de rencontre et arracher le nul grâce à cette talonnade de McKinley. Mais mauvaise affaire tout de même pour le Celtic qui concède le nul à domicile. Motherwell recevait le 3e Hibernian, 7e minute, partie de billard dans la surface. Et Rap Shannon ouvre le score pour Motherwell avec un but, il est vrai, un peu chanceux. Mais en deuxième période, la chance va changer de côté. Les malheureux, ce sont les défenseurs de Motherwell. Ici, le chanceux se nomme O'Neill qui récupère et marque un partout. Score final entre ces deux équipes. Les résultats avec 3 matchs nuls qui s'achèvent sur le même score de 1 partout. La seule victoire à l'extérieur a été obtenue par les Rangers devant Falkirk. Ce qui fait qu'au classement, les Rangers reprennent le commandement du championnat avec 12 points. Le Celtic est à 1 point. Kilmarnock est bon dernier avec seulement 3 points. 20 bonnes minutes justement. Tout à l'heure, c'est Philippe Bruet qui est sur place. On a oublié de vous dire que demain sur Eurosport, vous pourrez voir Ipswich-Norwich. Ce sera en direct à partir de 21h. On passe avant donc Naples à la 2e division parce que vous aimez les buts de 2e division et que vous les voyez dans l'équipe du dimanche. L'OM, en réussissant un carton face à Dunkerque 5-1, a repris seul la tête du classement. 2e triplé pour Cascarino. L'Irlandais est maintenant seul en tête du classement des buteurs avec 12 buts marqués après 10 journées. Fabien Le Boucher. Passer de la Coupe d'Europe à la Super D2, ce n'est pas forcément évident. Et pourtant, Marseille opposé à Dunkerque continue sur sa lancée. Cascarino le premier à la 19e minute. Mais cette première mi-temps n'est pas si facile que cela pour Bourrier et sa bande. De Brosse égalise. Et ce sera le score à la pause. Le grand réveil des Marseillais a lieu en seconde période. Cascarino est une nouvelle fois à l'ouvrage à la 61e minute. Suivi de Ferrer à la 74e minute. 3 buts à 1, c'est bien, mais le score n'en restera pas là puisqu'il évolue à 5 buts à 1 quelques instants plus tard, grâce une nouvelle fois à Cascarino, son 12e but de la saison. Puis Libra, qui quelques instants plus tard clôture la soirée. Si Marseille repasse en tête, c'est aussi parce que Guignon a su recevoir Guingamp, le leader. Pour cela, 2 buts et en première mi-temps, Boubto et Durand sont les auteurs. A noter l'excellent match du meneur de jeu de Guignon, Chavrondier.
Saint-Brieuc-Toulouse, là encore des buts, mais cette fois-ci aucune des deux équipes n'a pu l'emporter. Le score est de 2 buts partout. Saint-Brieuc n'a fait que courir après le score. Menés 1-0, les Briochins sont revenus à 1 partout. Puis en seconde période, menés 2-1, ils reviennent à 2 partout. Les buteurs pour Saint-Brieuc sont Le Sceau et Le Busulier. Et pour Toulouse, Loret et Piqueux. Amiens reçoit Charleville et ce sont les visiteurs qui ouvrent le score à la 30e minute grâce à ce coup franc de Wolf. Heureusement, très bon pressing des Amiénois en seconde période et égalisation. 1 but partout, c'est le score final. Heureusement pour Charleville, Grange, son gardien, a de bons réflexes. Encore un match nul avec la rencontre Niort-Red Star. Girard ouvre le score pour les Parisiens à la 8e minute. Mais 20 minutes plus tard, Ringot égalise. Cela faisait 628 minutes que les Chamois niortais n'avaient pas marqué. La joie des Niortais est pourtant écourtée puisque Boutal ajoute un but au Red Star juste avant la mi-temps. Mais ce soir-là, la réussite est du côté de Niort. Son égalisation est due à ce but de Junia contre son camp. Beauvais obtient à Mulhouse son 6e match nul de la saison. Kouka marque pour l'équipe alsacienne dès la 35e minute. Mais Slarek trahit sa propre équipe en marquant 10 minutes plus tard ce but contre son camp. Alès Perpignan, score 2-1. Commentaire, grosse domination d'Alès. Buteur, Sarr et Sen. Conclusion, Alès est opportuniste. Mal classés dans cette Super D2, les Angevins se devaient de réaliser un bon résultat face à Châteauroux. Mais le nul 2 buts partout est dans ce match une nouvelle fois inévitable. Degnaud pour Angers, Bossis à 2 reprises pour Châteauroux. Puis Fernandez pour Angers. Ce sont les buts dans l'ordre. A noter que l'arbitre Monsieur Léon, victime d'un claquage, fut remplacé au cours de la partie. Le Mans, grâce à ce but de Maufroy, mène 1-0 jusqu'à la 90e minute, moment où Valence égalise grâce à Rondelahir. Le Mans peut s'estimer frustré d'avoir laissé échapper le gain de ce match. Nancy, opposé à Laval, n'a pu venir à bout de son adversaire, pourtant obligé de terminer à 10 après l'expulsion de Ferron. Nancy a mené à 2 reprises, mais à chaque fois s'est fait rattraper. Dans l'ordre, on a Sachi pour Nancy, Lobé pour Laval, Martins pour Nancy et enfin Pagis pour Laval. Sedan-Nîmes, c'est le 8e match nul de cette 10e journée de Super D2. Ces deux équipes sont 20 et 21e au classement. Et là encore, 2 buts dans chaque camp. Kaloul est le premier à marquer, mais aussi le dernier. Entre ces 2 buts, Courtet et Hutto ont eux aussi trouvé le chemin des filets.
Tous les résultats de cette 10e journée, 8 matchs nuls dont 5 à 2 partout et seulement 3 victoires à domicile. Au classement, Marseille reprend la tête avec un petit point d'avance sur Guignon et Guingamp, alors que Perpignan, Nîmes, Sedan et Saint-Brieuc restent dans le fond. Les buteurs toujours en tête, Cascarino avec aujourd'hui 3 buts. On va en Italie maintenant avec Naples-Juventus. C'est un match qui nous tient à cœur puisque ça a été le premier match dans l'équipe du dimanche il y a 4 ans. C'était en Supercoupe d'Italie et Naples l'avait emporté 5-0. Maradona jouait, il avait même marqué. Aujourd'hui, les choses ont bien changé puisque à la Juventus, il y a quand même pas mal de blessés. Deschamps ne joue pas, Baggio ne joue pas, Paulo Sousa lui aussi est blessé. Alors que du côté de Naples, eh bien, Bogossian, le Français, n'a toujours pas fait sa rentrée. C'est un match qui habituellement est très serré si on tient compte des statistiques puisque depuis que cela existe, les Naples-Juventus, il y a eu 17 victoires de Naples, 16 victoires de la Juve, 66 buts pour Naples et 65 pour la Juventus. La Juventus a l'occasion ce soir de renverser la tendance. Je vous dis tout de suite, il y a des buts dans cette rencontre et elle vaut largement les 20 minutes que nous lui avons octroyées et commentées par Philippe Bruet. Et vous nous retrouvez ce soir à Naples avec plus de 65 000 spectateurs dans le stade San Paolo. Ils étaient 9 000 mardi dernier pour assister à un match de Coupe d'Europe entre le Napoli et Riga. Vous le voyez, il n'y a pas photo, c'est bien le calcio qui intéresse pour l'instant les tifosi napolitains. Le calcio et surtout la Juventus de Turin qui est là ce soir, c'est l'un des grands matchs de l'année. Coup d'envoi donné il y a 5 secondes par Pierluigi Collina. Et un premier ballon pour les Turinois. Naples-Juventus, c'est aussi une histoire de duel. Maradona-Platini, on en a beaucoup parlé il y a quelques années. Plus près de nous, il y avait Zola contre Roberto Baggio. Eh bien, ce soir, vous allez découvrir Benny Carbone, 23 ans pour Naples, et Del Piero, 19 ans pour la Juventus. Ils ont fait la une des journaux depuis 3 jours. Ce sont les futurs grands du calcio et ils sont donc en opposition ce soir avec un ballon récupéré par Torricelli pour la Juve. Buzzo pour les Napolitains, Buzzo qui est contré et qui va laisser ce premier ballon à son compère Salvatore et Matricagno. Conte. Et beaucoup de ballons qui passent par ce numéro 7, Angelo Di Livio. Ravanelli qui fait le grand tour. Del Piero cherche Viali. Et que dit Monsieur Collina? Et qui donne un coup franc, l'a bien placé à 25 mètres des buts de Taglialatella. Coup franc en faveur de Gianluca Viali et de la Juventus de Turin. Attention à ce coup franc, bien placé. Ravanelli, Del Piero, c'est pour Ravanelli, frappe qui est contrée, qui était manquée au départ, frappe contrée et qui va offrir quand même un corner à l'avantage de la Juventus. Corner de Di Livio. Beau pressing de Rincon là. Et Peruzzi qui n'est pas content du cadeau empoisonné. Il a essayé de dribbler Rincon, mais ce ballon est sorti de 20 bons centimètres. Et voilà un corner à l'avantage de Naples. Les Napolitains qui sont 11e pour l'instant avec 3 points dans le calcio. Un point de retard sur la Juventus. Il faut combler ce retard, disait Guérini, l'entraîneur de Naples. Alors attention à ce corner. Une tête, non pas bien placée, mais très puissante, juste devant les buts de Peruzzi. Et ce ballon n'est pas passé loin. Avec des défenseurs qui montent à l'image de Salvatore Matricagno qui est venu placer cette tête sur les buts de la Juventus. Oh, grosse faute et Carbone a le ballon. Oh, Rincon n'a pas pu s'en saisir. Carbone, pressing. Pecchia qui a récupéré ce ballon. Pecchia qui s'échappe là-bas sur la gauche. Pecchia, il a 3 joueurs de la Juventus. C'était trop face à lui. Et Di Livio. Conte. Ravanelli.
Keller. On cherche la tête de Viali, mais ça ne passera pas ainsi. Tête de Conte. Conte encore, un ballon qui est très peu souvent à terre. Ah, et faute sous les yeux de M. Colina. Sur Roberto Jarni. Fabio Pecca, on voit souvent à l'ouvrage, mais alors il y a des tacles pas toujours réguliers. Il a déjà provoqué 4 coups francs en faveur de la Juventus. Alors, coup franc joué par Alessandro Del Piero. Ravanelli, bien sûr, est dans la surface. Ça commence à bouger. Del Piero qui se laisse piéger ainsi que ses défenseurs centraux. Et bonne tête de Ravanelli qui ouvre donc le score ici à San Paolo en faveur de la Juventus de Turin. 1-0 après 32 minutes de jeu. Ils étaient 2 défenseurs, plus un gardien. Ça n'a pas suffi face à Ravanelli. Et on le revoit, un ballon bien décollé par Del Piero. Et Ravanelli qui touche ce ballon avec 2 contacts. Un sur la tête d'un défenseur et ensuite la tête de Ravanelli. Faute sur Viali. Grosse faute là encore de Cannavaro. Eh bien, Marcello Lippi hésitait à titulariser et Viali que l'on voit ici ensemble avec Ravanelli. Eh bien, il a bien fait d'aller chercher Ravanelli pendant l'échauffement. Ravanelli encore. Et faute de Salvatore Mastricano. Coup franc joué par Roberto Jarni pour la Juve. Oh, un ballon qui est encore repris d'extrême justesse par Ravanelli et qui s'est retrouvé à terre et n'a donc pas pu vraiment l'exploiter comme il le voulait, à la grande joie de Taglialatella. Long dégagement de Taglialatella. Rincon de la tête. Un ballon cette fois difficile à prendre pour Carbone. Ferrara, l'ex-napolitain. Et tête de Viali, mais ce ballon va sortir tranquillement en touche. Il reste 20 secondes à jouer dans les arrêts de jeu avec un premier regard sur son chronomètre de M. Colina. Grossi, Policano. Ah, ça ne passe pas du côté de Naples dès qu'on s'approche des 30-40 mètres des buts de Peruzzi. Eh bien, vous l'avez vu, Torricelli, Keller, Tacchinardi et Di Livio et Conte également font très bien ce que Marcello Lippi qu'on a aperçu. Laura Peruzzi, il était en fin d'effort et physiquement c'était difficile pour Benny Carbone de frapper vraiment violemment ce ballon qui passe pas très loin mais qui avait été très bien anticipé par Angelo Peruzzi. Dégagement de Peruzzi. Peut-être la tête de Ravanelli. Gialli manque sa talonnade et touche pour Naples. Carbone encore. Et à terre, faute de Ferrara sur Carbone. 47 minutes et 30 secondes dans cette première mi-temps. Carbone pour le coup franc avec Matricano. Grossi qui insiste. Grossi encore. Là, ça va être juste. Il est contré au dernier moment. Ravanelli. Et contre-attaque maintenant de la Juventus avec Tacchinardi qui attend Jarni. Et intervention de M. Colina qui siffle donc à l'instant la fin de cette première mi-temps. Ici à San Paolo,
c'est la Juventus qui mène avec un but de Ravanelli à la 32e minute. Il n'y a pas eu de changement, on va donc pouvoir redémarrer tout de suite la deuxième mi-temps. Pas de changement, donc on va pouvoir redémarrer très vite en deuxième mi-temps. Monsieur Colina va relancer les Napolitains avec au centre Rincon. Et déjà un ballon très rapidement donné en direction de Policano. Del Piero. Jonglage de Del Piero. Et coup franc pour Carbone, qui est pris par Conte. Viali. Et monsieur Colina qui joue à nouveau très rapidement du sifflet en ce début de deuxième période. Car les joueurs de la Juve ont d'abord parlé et puis ensuite ça a été au tour de Benny Carbone de montrer son mécontentement à l'arbitre. Et donc coup franc en faveur de la Juventus de Turin. Long ballon de Torricelli. Rincon face à Ravanelli. Del Piero dans le dos de Paris. Et dégagement de Policano. Rincon encore. Loin devant. Torricelli est intervenu avec beaucoup d'à-propos et de vigueur. Torricelli encore. Del Piero, Di Livio. Torricelli, Del Piero, belle talonnade, amortie de la poitrine. Torricelli pour Di Livio. Di Livio qui va peut-être frapper à une frappe bien trop enlevée côté gauche et qui n'inquiète pas cette fois-ci Taglialatella. Pecchia. Une petite balle, mais tout à fait involontaire. On la reverra peut-être avec le ralenti. Et on est reparti avec la contre-attaque maintenant des joueurs de Naples. Mais Del Piero était tout près là de surprendre Taglialatella. Policano face à Conte. Policano qui insiste. Et monsieur Colina les jouer. Attention à la contre-attaque. On est reparti du côté de la Juventus maintenant. Avec un match qui s'emballe et un mauvais ballon donné par Del Piero qui va permettre à Rincon de relancer les Napolitains avec à ses côtés Carbone. Ah, c'est mal joué là de la part de Rincon, ballon gâché. Et toujours la Juve qui mène ici à San Paolo 1-0. Depuis la demi-heure de jeu sur ce but de Ravanelli tout à l'heure. Rincon. Début de Taglialatella. Quelle était belle la talonnade juste avant la frappe de Conte. Là, ça ne doit pas passer très loin. Juste sur la droite des buts napolitains. Attention aux contre-attaques de la Juventus. Di Livio, Ravanelli. Et faute de Matrecano sur Ravanelli. Coup franc joué par Di Livio. Ravanelli. Et est-ce que Taglialatella a touché ce ballon? Apparemment oui. Et il avait intérêt à le toucher des deux poings et des deux mains. Car ce ballon était directement dans la trajectoire de la lucarne. Attention à ce corner pour la Juventus avec Di Livio. Montée de Keller et de Ravanelli. Conte. Policano, mais directement ce ballon sur Torricelli dans le rond central. Et il n'y a pas hors-jeu là, attention, ce ballon en embuscade était à destination de Viali. Guzzo. Conte, contre-favorable à Di Livio et à la Juventus. Rapidement joué pour Viali. Ouf, oula, quel choc entre Viali et Paris. Ballon qui va aller maintenant, voilà, c'est bien joué sur la gauche pour Fabio Cannavaro. Ah, il
il faut passer, il faut pouvoir accélérer. Encore une fois, vous l'avez vu, bon pressing défensif des joueurs de la Juventus. Oh, Viali avait trouvé un petit espace pour aller chercher Del Piero. Mais le ballon, quoi qu'il en soit, est toujours napolitain avec Fausto Pari. Rincon, accroché par le maillot. Rincon garde l'avantage. Rincon pour Pecchia. Carbone qui va frapper sans problème aucun pour Angelo Peruzzi. Ballon récupéré par les Napolitains qui attendent peut-être un peu trop. Matricano, Buzzo qui donne mal ce ballon. Matricano encore et qui joue un coup franc. Carbentus qui voulait faire trembler les filets de Naples. Eh bien, les joueurs de Lippi ont réussi par contre-attaque. Ballon napolitain avec Policano. Relais, Buzzo, frappe de Buzzo. Pour la Juventus de Turin. Ah, quel dommage! Car là, il y avait un extérieur du pied droit. Une belle claquette de Taglialatella. Extérieur du pied droit de Viali. Belle manchette de Taglialatella. Et ensuite, ça semblait assez facile pour Ravanelli qui a mis ce ballon largement au-dessus. Ballon pour Paris. Centre de Paris. Attention à la tête de Rincon qui est bousculé légèrement. C'est peut-être pas terminé. Ah, frappe bien trop enlevée là de Fabio Pecchia. Et qui se fait siffler bien sûr par le public de San Paolo. Grosse déception pour les tifosi. Monsieur Colina a regardé une première fois son chronomètre. Voilà, là c'est la deuxième. Bientôt 2 minutes d'arrêt de jeu décompté dans cette seconde période. Et ballon remis en jeu par le Colombien Rincon pour Fausto Pari. Et maintenant Pecchia. Pecchia, ce ballon est récupéré mais contré. Attention à Peruzzi sans aucun problème. Angelo Peruzzi. Lointain dégagement à destination de Ravanelli. Et intervention de M. Colina qui siffle à l'instant sous les yeux de Conte, de Ravanelli et de Torricelli. Eh bien, la fin de ce match est donc la victoire ce soir à San Paolo, à Naples. La victoire de la Juventus 2-0. Marcello Lippi disait avant cette partie, il nous faudrait absolument une vraie victoire à l'extérieur. Pourquoi pas pour un déclic psychologique, ça lancerait complètement la saison de la Juventus. Et bien voilà qui est fait. La Juventus vainqueur ce soir à Naples 2-0. La suite des buts italiens maintenant avec 3 doublés dans cette journée, signé Gullit pour Milan, Batistuta pour la Fiorentina et Scienza pour le Torino qui a enregistré son premier succès avec un bon match paraît-il d'Angloma et d'Abedi Pelé, voilà qui va plaire à Heike Quarte qui sera notre invité tout à l'heure, le champion du monde de boxe. Tout de suite donc ce sont les buts italiens avec Eric Bénard. Le choc de la journée, Milan AC Lazio et une première occasion pour Albertini qui voit son tir renvoyé par la transversale. Le Milan AC domine et quelques minutes plus tard, ballon de Savicevic pour Gullit. Encore la transversale, la reprise de Lentini ne donne rien. Mais peu avant la mi-temps, coup franc de Savicevic et tête des croisés de Lentini. Milan mène 1-0, du moins le croit-on. Car l'arbitre intervient à ce moment pour signaler à Savicevic qu'il n'avait pas sifflé. On ne frappe pas avant, compris. Deuxième période, c'est au tour de Rossi de se mettre en évidence sur cette frappe de Signori. Et puis, chose inhabituelle, la défense en ligne milanaise se fait surprendre par Rambaoudi. Mais Rossi est encore là. 0-0, on joue le dernier quart d'heure. Centre de Savicevic et tête de Gullit. Détente verticale impressionnante, c'est son deuxième but de la saison. Il avait déjà marqué à Cagliari et ce n'est pas fini. Arrêt réflexe de Rossi dans un premier temps, puis dans un deuxième. Les actions fusent de tous les côtés. 87e minute, Signori dans le trou pour Boksic qui n'est pas hors jeu. Lui aussi avait déjà marqué la semaine passée. À peine le temps de remettre en jeu que le retrouve Gullit au deuxième poteau. Victoire du Milan AC 2-1.
La Sampdoria, leader avant cette journée, accueille Foggia. Ballon de Lombardo pour Bertarelli. Ça finit par rentrer. À ce moment, la Samp en est à 9 buts pour et 0 contre dans ce championnat. Mais la réussite la fuit. Témoin cette frappe d'Evani. En fin de match, la frappe de Di Biagio est-elle pleine lucarne? Foggia arrache le nul à la Sampdoria. Parme Cagliari, le premier but de Dino Baggio sous ses nouvelles couleurs. 3 matchs et 3 victoires pour Parme, qui consolide son succès sur coup franc encore une fois. Tête de Fernando Couto, l'ancien joueur de Porto. Lui aussi, c'est son premier but avec Parme. Cagliari a réduit l'écart par Oliveira, mais les 3 points de la victoire restent à Parme. Jocelyn Angloma pour Silenzi, qui remet de la tête pour Pelé. Ça va mieux pour les Français du Torino. Le club obtient d'ailleurs sa première victoire face à Padoue grâce à Chienza. Frappe des 18 mètres. Ensuite, eh bien, on retrouve nos Français. Angloma remet de la tête pour Pelé. Nouvelle reprise acrobatique de l'ancien Lyonnais et Marseillais. Mais c'est encore une fois Chienza qui va assurer la victoire du Torino suite à ce centre d'Angloma. Bari-Reggiana sur un terrain sablonneux, c'est le moins qu'on puisse dire. Centre de Guerrero et reprise de Tovalieri, ça suffit à Bari pour l'emporter. Un match qui, comme le disait Pierre tout à l'heure, a connu un trou de 20 minutes. Regardez, le terrain s'effondre, on y touche à peine. Il faut donc faire patienter les supporters et reboucher tout ça. On s'y emploie et vous avez vu, toute l'équipe de la Reggiana est là, presque au fond du trou avec cette 4e défaite en 4 matchs, malgré une occasion énorme pour Esposito. Première victoire pour Bari. Brescia-Inter, frappe de Sosa envoyée par Ballotta. Bergkamp se précipite mais en vain. C'est la seule occasion du match, 0-0. Enfin Roma-Genoa avec un duo d'attaque redoutable. Fonseca, l'Uruguayen, centre pour Balbo, l'Argentin. Premier but. Fonseca se heurte ensuite à Tacconi, mais Balbo suit. Deuxième but. Et Carboni prend de vitesse la défense du Genoa. Centre pour Balbo qui remet intelligemment pour Fonseca. 3-0, la Roma se place. Allez, les résultats de cette 3e journée. Naples-Juventus, vous venez de le voir, ça jouait ce soir. Seule victoire à l'extérieur de la journée. Parme, grâce à sa victoire sur Cagliari, reste le seul club à avoir gagné tous ses matchs. Coup d'arrêt pour la Lazio et la Sampdoria, ce qui fait qu'au classement, Parme est seul en tête, mais le Milan AC n'est déjà pas très loin. Beaucoup d'équipes se tiennent d'ailleurs. À noter le beau parcours de la Fiorentina, promue cette saison. En bas du tableau, ça va très mal pour la Reggiana et Padoue, 0 points. Et surtout un goal average de -10 pour Padoue, qui n'a toujours pas inscrit le moindre but. Dans quelques minutes, le derby barcelonais, l'Espagnol contre Barcelone, avec la rentrée d'Agi. Un résultat, Auxerre a battu Lille ce soir 2-0. C'était le dernier match qui manquait à cette journée de championnat de France de première division. Les buts ont été marqués par Lamouchi et par Verlat. Vous les verrez tout à l'heure avec un résumé de ce match qui nous parviendra d'Auxerre vers la fin du football, juste avant la boxe. On regarde également la liste des matchs. Ça a quand même pas mal changé au 36-68, 30-68, puisque en ce moment, eh bien, c'est Real Bilbao qui est en tête devant Juventus Sampdoria et Lazio de Parme. Donc Munich, qui était 3e tout à l'heure, est pour l'instant sorti de ce trio qui composera l'équipe du dimanche pour la semaine prochaine. Vous pouvez bien sûr encore changer, vous avez même jusqu'à mardi soir minuit pour le faire. Au 36-68, 30-68, on attend vos appels parce que après tout, c'est votre émission. Et puisqu'on part du Bayern, eh bien, on va parler de l'Allemagne maintenant. Le Bayern, justement, a eu du mal à digérer son échec contre le Paris Saint-Germain, sans doute la fatigue. Il a fallu que Matthäus marque à 6 minutes de la fin pour arriver péniblement à égaliser à domicile, va vous dire Eric Bénard. Et ça ne va pas vraiment mieux pour le Bayern de Munich qui reçoit Hambourg. Un quart d'heure de jeu, mauvaise relance de Babel. Ça lui joue un mauvais tour. Breitenreiter est à l'affût, s'échappe, résiste à la charge de Matthäus et Hambourg mène à Munich et va conserver son avantage jusqu'à la mi-temps.
En seconde période, rien ne change, même si Uli Stein, le gardien d'Hambourg qui jouait l'an passé à Francfort, est obligé d'employer les grands moyens. Il est en dehors, regardez bien de sa surface de réparation, mais s'il n'intervient pas sur Wittek-Zeck, c'est le but assuré. Stein préfère donc intervenir. Carton rouge, mais Hambourg tient jusqu'à la 84e minute. Ballon en profondeur pour Suter et faute de Goltz, le remplaçant de Stein. Heureusement pour le Bayern et Lothar Matthäus, son capitaine, un peu grincheux après la défaite contre le PSG. Deuxième but pour Matthäus cette année. Le leader, le Werder Brême, recevait Mönchengladbach. Un seul but dans cette partie. Il est pour le Werder et Bernd Hopsch, son avant-centre, ce qui s'appelle avoir du flair. Amusant, hein? 1-0 pour le Werder. La plus belle occasion est quand même pour Mönchengladbach. Ouverture pour Salou. Flipsen est en retrait, mais Hales se jette sur la balle. Il s'en faut de pas grand-chose et c'est encore plus édifiant au ralenti. Le dauphin du Werder Brême, le Borussia Dortmund, se déplaçait au Bayer Leverkusen, le club de Rudi Völler, et ça part bien pour Dortmund. 25e minute, frappe de Reuter qui surprend Vollborn. Reuter revenu d'Italie il y a un an déjà, qui joue cette année aux côtés de Müller, Zammer, Chapuisat, Julio César. Belle équipe que celle de Dortmund. Mais Leverkusen revient. But typique d'avant-centre, déviation de Kirsten. Un partout et le scénario se reproduit en seconde période. Dortmund reprend l'avantage par Chapuisat. Ballon dévié par Happe. Et puis fin de match. 1-2 réussi, appel de balle de Völler qui trompe la défense du Borussia. Wörns en profite pour la contourner. 2-2. Autre équipe en forme de ce début de saison, Karlsruhe, qui avait éliminé Bordeaux l'an passé en Coupe de l'UEFA. Karlsruhe reçoit Munich 1860, tête de Bilic, 1-0. Puis 5 minutes plus tard, nouvelle tête de Reich, cette fois qui permet de décaler Novotny, avec une grosse erreur défensive à la clé quand même. En tout début de seconde mi-temps, Munich se remet quand même à y croire grâce à cette volée de Trares. Espoir de courte durée, Thomas Hessler n'avait pas encore marqué avec Karlsruhe cette année. Il le fait en fin de match sur coup franc. 3e victoire de Karlsruhe en 5 matchs. Kaiserslautern avait lutté pour le titre jusqu'au bout l'an passé. Cette année, début de saison moyen, mais une victoire ici à Urdingen qui peut tout relancer. Premier but du Tchèque Pavel Kuka. Le gardien est trompé. Oui, facile, je sais. Tout se passe ensuite dans les dernières minutes. D'abord, une occasion que l'on qualifie généralement d'immanquable pour le Bayer. Remise de Lessig pour Feldhoff. Au-dessus, le gardien joue quand même bien le coup. Et puis, 79e minute, égalisation de Urdingen par Weber, intérieur du pied droit. Le Bayer Urdingen, qui n'a pas encore gagné cette saison, tient peut-être sa chance, du moins le croit-il. 84e minute, Marshall donne l'avantage à Kaiserslautern. 88e minute, Anders porte le score à 3-1. Schalke 04 Cologne et un coup franc bien enveloppé d'Ander Brugge, le milieu de terrain de l'équipe de Gelsenkirchen. Avantage de courte durée. 10 minutes plus tard, Hopman en pivot égalise pour Cologne. Mais il y a décidément beaucoup de buts en Bundesliga comme tous les ans. Et en deuxième mi-temps, Mulder, regardez-le dans la surface, vient placer sa tête. Schalke 04 l'emportera finalement 3-1 grâce à ce pénalty d'Ander Brugge qui avait déjà marqué sur coup franc tout à l'heure. Autre victoire 3-1 mais à l'extérieur cette fois, celle de Fribourg à Bochum. Ça démarre d'entrée de jeu, frappe de l'Argentin Cardoso qui jouait à Estudiantes l'an passé. Le deuxième but est un peu similaire, mais cette fois c'est Uli Spies, le capitaine, qui échappe à toute la défense avant de surprendre Wessels. Le tout sous les yeux de Berti Vogts, le sélectionneur allemand. Défense friable du côté de Bochum, mais celle de Fribourg n'est pas mal non plus dans le genre. Énorme mésentente entre le gardien et son défenseur. Voss en profite et chose incroyable, le ballon rentre directement dans les buts malgré un angle impossible. Assez net sur ce ralenti, ça ne suffit pas à Bochum. Fribourg marque même un troisième but splendide
Tout part de Schmatke, déviation pour Spies qui lobe Wessels. C'est simple comme tout, 3-1. Enfin, Dynamo Dresde de Duisbourg. Dresde avait failli descendre l'an passé, cette saison ce n'est guère mieux. Avant-dernier avant ce match qui part mal, but de Böger pour Duisbourg, pleine lucarne. Dresde réagit juste avant la mi-temps, erreur de défense et but de Kern. En seconde période, superbe ouverture de Spies pour Fuchs et une tête plongeante qui permettent au Dynamo de prendre l'avantage. 2-1, puis 3-1 grâce à un but remarquable dans sa construction. À la finition, c'est Spies. Et ce n'est pas terminé. L'ouverture de la journée en Bundesliga, plus de 60 mètres. Fuchs flaire le coup et prend de vitesse la défense de Duisbourg. Première victoire de l'année pour le Dynamo de Dresde. Le dernier but de Duisbourg, inscrit de la tête par Osthoff, ne change rien. Score final 4-2. Un coup d'œil sur ce match et un coup d'œil ensuite sur tous les résultats de cette journée avec le match Stuttgart-Francfort qui se jouait ce soir. Victoire de Stuttgart 4-1. 2 buts de Kovic, un de Bobic et un de Dickout contre son camp qui a également marqué pour son camp. Au classement, le Werder Brême est seul en tête suivi de 5 clubs parmi lesquels le Bayern de Munich. Ça se tient à peu de choses. Dans la deuxième moitié de tableau, on retrouve, voilà, et c'est une surprise, l'Eintracht de Francfort placé parmi les favoris pour le titre. Munich 1860 est seul dernier et n'a toujours pas gagné. L'Espagne maintenant avec notre troisième volet en ce qui concerne les grands matchs. Espagnol de Barcelone contre le Barça. C'est un match assez surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à ce que l'Espagnol soit leader du championnat. Vous pensez que ça ne leur est pas arrivé depuis 85, c'est-à-dire ça fait presque 9 ans, ils avaient été leaders une journée, les joueurs de l'Espagnol. Alors là, ils affrontent le Barça, le grand Barça, alors qu'eux, ils sont promus de deuxième division. C'est un petit paradoxe qu'ils vont essayer de confirmer face à un Barça qui est un petit peu affaibli puisque Stoïkov est suspendu et que Romario est blessé. C'est Agi qui va faire sa rentrée ce soir, premier match officiel pour Agi dans les rangs du Barça. Vous verrez également le fils de Cruyff qui va rentrer en cours de match. La rencontre a lieu au stade de Sarria, donc très très près du Nou Camp, puisque c'est exactement à 2 km. Match qui nous est commenté par Philippe Doucet. À Barcelone commence en ce moment les fêtes de la Mercè. C'est tout simplement une vierge qui est, c'est la grande fête de la ville de Barcelone. C'est la patronne de Barcelone en quelque sorte. Et elle aura sans doute un peu de mal à choisir aujourd'hui entre l'Espagnol de Barcelone qui reçoit le Barça. Le Barça 4 fois champion d'Espagne consécutivement. L'Espagnol de Barcelone nouveau promu, mais c'est l'Espagnol qui est le leader de ce championnat. Et c'est surtout un match de duel, par exemple, au hasard. Camacho contre Cruyff, 19 ans après, il se retrouve sur le banc cette fois et non plus sur le terrain. Par exemple, Raduccio contre Agi, les deux Roumains, face à face aujourd'hui. Par exemple aussi, le match des Jordi, avec Jordi Lardin, qui du côté de l'Espagnol est le meilleur buteur du championnat. Et du côté du Barça, Jordi Cruyff, bien sûr. C'est pas un hasard, Jordi est un prénom très courant en Catalogne, c'est pas réservé aux enfants de 4 ans. Et Jordi Cruyff, justement, alors qu'on a Camacho à l'écran, Jordi, l'entraîneur de l'Espagnol, Jordi Cruyff a finalement été laissé sur le banc, bien que le Barça soit privé de Stoïchkov et de Romario. Donc un potentiel offensif très amoindri du côté du Barça. Ça va peut-être pousser les Barcelonais comme tout de suite à garder quelque peu le ballon. Mais ils le perdent assez vite avec Lardin qui est intercepté. Finalement, Sanchez a relancé, nouvelle perte de ballon du côté du Barça qui a du mal en ce début de saison à retrouver tous ses automatismes au niveau collectif notamment. Encore une faute du côté de Amor cette fois-ci. Le coup franc d'Arteaga et de la tête, c'est le premier but. C'est le premier but réussi très rapidement, vous l'avez vu, par l'Espagnol de Barcelone et par Pacheta. Nouveau rentrant et ce but est annulé par l'arbitre à la surprise générale car personne n'avait entendu ce coup de sifflet. Désespoir du côté des supporters de l'Espagnol. Et le Barça qui continue d'essayer de relancer, qui insiste, mais enfin qui a eu quand même extrêmement chaud avec ce but refusé, ce but de Pacheta
nouveau rentrant dans l'équipe. Mais cela décuple apparemment la détermination des joueurs de l'autre club de Barcelone, avec une balle récupérée momentanément seulement par Arteaga, et que Busquets peut frapper maintenant en direction d'Ivan. Arteaga à nouveau. Pacheta qui était coincé le long de la ligne de touche. Il a pu faire beaucoup mieux, et donc la raison de ce but refusé, eh ben, elle est assez délicate à trouver. Elle se trouve vraisemblablement au niveau de Radu Choyou, qui a eu un contact avec un défenseur. Pas évident que ce soit lui qui ait fait faute. Le jeu se prolonge avec Hadji qu'on n'avait pas encore vu, et le Romain qui a tenté de déborder, et le ballon il le récupérera par une touche. Voilà, à nouveau Hadji qui s'appuie sur son pied gauche, bien sûr, avec un peu de réussite. Il est passé, et c'est du droit qu'il centre, et Tony qui a poussé ce ballon qui va revenir à Baquero, et Tony qui n'a pas touché le ballon qui était sorti. Et voilà, et ben, on reprend ses esprits avec Camacho. Une occasion partout, celle de l'Espagnol est encore mieux, bien sûr, puisque c'était carrément un but théoriquement. Dégagement de Tony. La tête de Nadal était le mieux placé. Mendiendo qui a relancé Radu Choyou, qui va beaucoup plus vite que Koeman, bien sûr, et ça passe juste à côté. Florin Radu Choyou, venu du Milan AC, ça a été un des beaux transferts de l'intersaison, au bénéfice donc de l'Espagnol de Barcelone et non du FC Barcelone, comme on aurait pu le penser pour un joueur de ce calibre. Et pas de hors-jeu au départ. La défense de Barcelone est prise, et le tir de Radu Choyou passe pas très loin. Hadji, côté droit, où il a été très dangereux depuis le début de la partie, et ça, c'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas de carton. De toute façon, en Espagne, pour Arteaga en l'occurrence, en Espagne, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Ça oscille entre 0 carton jaune et 22 selon le match. Il a délibérément empêché Hadji de jouer. Pas de carton donc pour Arteaga, replacé aujourd'hui au poste d'arrière gauche, alors qu'habituellement il joue au milieu, mais il y a un suspendu qui est Torres Mestre du côté de l'Espagnol. Et il y a surtout ce coup franc avec la tête de Nadal qui se préparerait bien, à moins que Hadji directement, et l'arrêt de Tony qui se méfiait bien sûr et du pied droit de Koeman pour un centre et du pied gauche d'Hadji pour une frappe directe. Voilà, le Barça normalement cette année sera encore plus fort sur coup de pied arrêté, avec le pied gauche d'Hadji qui complétera le droit de Ronald Koeman. Mais Tony était là. Ivan au pressing, Guardiola qui complète ce pressing et lui récupère le ballon. Tout cela est cohérent et bien fait. Beguiressen aussi pourrait le récupérer, non. C'est Herrera qui va relancer, et pour éviter tout incident entre Beguiressen et Pacheta, et bien l'arbitre siffle cette mi-temps plutôt confuse. Camacho avait dit avant cette partie, si on gagne, je parlerai catalan. Ben on verra si ça se réalise. Ça peut se réaliser car le Barça n'est pas transcendant, et l'Espagnol en contre-attaque est un danger évident. C'était notamment le cas en début de partie. Tout le monde est revenu en place avec Luis en plus, le numéro 15 du côté de l'Espagnol, qui est rentré à la place de Pacheta. Et entre les deux clubs, toujours moins bien sûr contre le Real et le Barça, et encore Mendoza a fait l'unanimité contre lui, le président du Real, alors que Hadji était parti en expliquant qu'il était lassé des incessantes demandes d'autonomie du côté de Barcelone, et vraiment du côté de la Catalogne, il y a vraiment une unanimité du côté du Barça et de l'Espagnol pour lui demander de quoi il se mêlait, et notamment de politique en l'occurrence. Mais en dehors de ça, il y a des histoires forcément entre l'Espagnol et le Barça. Par exemple, cet été, il y a eu
Relly, qui est un jeune dont Johan Cruyff ne voulait pas au Barça et que Camacho voulait à l'Espagnol, et que pourtant le club du Barça a préféré le laisser filer à l'Atlético Madrid. Et puis il y a aussi Korneyev qui a attendu que son contrat soit caduc avec l'Espagnol pour signer finalement avec le Barça, ce qui a tout cela a bien agacé un petit peu l'Espagnol, mais enfin les relations sont à peu près correctes quand même avec Raduceu qui est parti tout seul et qui a voulu centrer, qui a feinté la frappe directe et qui a voulu centrer vers Luis qui était justement rentré. Et Ronald Koeman a sauvé l'affaire en contrant ce ballon. Alors Luis est rentré en position d'attaquant, très clairement, alors que Lardine apparemment est un peu reculé et joue plutôt milieu sur le côté, milieu offensif. Or Raduceu qui n'a pas pu jouer ce corner à cause du poteau. C'est quand même une phase de jeu tout à fait originale que nous a proposé un joueur qui a tout de même marqué 4 buts à la Coupe du Monde, qui n'est pas un jeune et qui s'est fait piéger, qui a essayé de jouer le corner feinté. Il a tapé dans le poteau et après bien sûr il ne peut plus jouer le ballon puisqu'il l'a déjà touché une fois. Il est obligé de laisser Guardiola être le premier à le toucher. Pochettino repousse vers Baquero qui met bien le pied sur le ballon et qui clarifie tout ça avec ce dédoublement et Hadji qui est servi et ce sera un bon coup franc. Et là on a le choix entre le pied gauche d'Hadji et le pied droit de Ronald Koeman, alors que le changement va s'effectuer comme on pouvait le prévoir aussi. C'est Begiristain qui va sortir. Il finit rarement les matchs, Begiristain. Il n'en a pas fini un en tout cas depuis le début de la saison. Il avait été remplacé par Jordi Hariron par Amor face à Santander. Et voilà Jordi Cruyff donc qui vous apparaît, et on l'appelle Jordi ici. Je crois qu'on lui rend service en l'appelant de la sorte. Vous savez qu'en Espagne on choisit plus ou moins un nom parmi les 3 ou 4 qu'on tolère. C'est entre les 2 prénoms qu'il y a souvent et les 2 noms de famille. On choisit Jordi et ça lui évitera peut-être bien des comparaisons, quoique vous ayez noté qu'il a un numéro 14 dans le dos qui rappelle bien des choses également. Ça devrait être peut-être pour Ronald Koeman, mais Hadji est prêt également. C'est Koeman et c'est un peu enterré cette frappe. Et Tony peut s'en sortir sans grand problème, alors que Ronald Koeman avait été plus performant en Coupe d'Europe ce mercredi face à Galatasaray, puisqu'il avait signé encore un coup franc. Et on sent pas vraiment une envie folle d'aller vers le but du côté du Barça, à part peut-être Luis qui est rentré il y a peu, qui est frais, qui a tenté quelque chose, mais qui a perdu le ballon. Et la contre-attaque, elle va vite avec Lardine, qui vient quand même buter sur un mur. On parle de l'intérêt du Milan AC tout de même sur Lardine, ça paraît quand même bien étonnant pour seuls 4 buts en 2 journées. C'est encore bien prématuré tout ça, et d'ailleurs le président de cette équipe de l'Espagnol a dit de tous les clubs italiens intéressés par Lardine, il y a celui qui a le moins de chance là où il a le moins de chance d'aller, c'est au Milan AC. C'est-à-dire que les contacts sont pour le moins peu avancés. L'action non plus n'est pas bien avancée avec elle est très vite bloquée cette action de l'Espagnol, mais voyons ce que va faire Hadji pour le compte du Barça bien sûr, avec une frappe très lointaine, sait-on jamais, voilà, avec une frappe qui a été un petit peu flottante. Et Tony a failli en être un peu surpris. Une trajectoire un peu flottante avec ce pied gauche d'Hadji qui de loin avait posé bien des problèmes au gardien colombien à la Coupe du Monde. Baquero qui met ce ballon en touche. C'est donc côté espagnol. Non, finalement c'est au bénéfice de José María Baquero. Mais là il apparaît clair que les deux équipes se contentent d'un match nul, qui dans cette période de doute relatif du Barça n'est pas si malvenu. C'est un coup franc finalement.
Alors repoussé par la défense de l'Espagnol. Et on arrête le tout sur ce 0-0 très décevant, mais qui permet au moins à l'Espagnol de garder tous ses espoirs avec ce derby contre le Barça qu'il achève moins mal en tout cas que ces dernières années, puisque à part l'année dernière où l'Espagnol était en D2, ben, les 3 autres derniers matchs, c'était 3 défaites face au Barça, 1-0, 4-0, 1-0. Cette fois-ci, il n'y a pas eu autant de mal. Et l'Espagnol, pour ce 61e derby, s'en tire avec un 0-0. Et c'est la 6e fois qu'on a droit à un 0-0 dans ces derbys. Dommage. Et c'est pas de notre faute, c'est vous qui choisissez les matchs de l'équipe du dimanche. La preuve, voici la liste encore une fois pour la semaine prochaine. Regardez les matchs qui vous sont proposés si vous nous rejoignez, il serait temps. Lazio Parme, Juventus, Sampdoria, Real Madrid, Bilbao, c'est d'ailleurs ce match qui est en tête en ce moment, voilà celui qui vient de s'allumer. West Ham Arsenal, ça vous voulez pas trop en ce moment le foot anglais. Munich 1860, Bayern, ça vient juste après Lazio de Parme et Juventus, Sampdoria et Aberdeen Rangers. Alors vous voulez pas voir Boli ou quoi? 36-68, 30-68. Vous votez jusqu'à mardi soir minuit. Nous tenons exclusivement compte de vos votes pour choisir les 3 matchs qui seront présentés dans l'équipe du dimanche. On vient de recevoir les buts d'Auxerre-Lille. C'est Fabien Leboucher qui était ce soir à Auxerre pour nous les commenter. Je vous rappelle que Auxerre l'a emporté 2-0. On va voir comment. En sortant des vestiaires, Auxerre n'a certainement pas oublié sa large victoire 5-1 face à Caen la journée précédente. Il est vrai qu'on ne marque pas tous les jours 5 buts, surtout à l'extérieur. La dernière en date remontant au 2 juin 93, Monaco avait battu Toulon 5-4. Une telle victoire, les footeux le savent, peut motiver ou au contraire mettre la pression. Et dès la 6e minute, la première possibilité semble être la bonne. Auxerre ne domine pas vraiment, mais Auxerre en veut. Et la frappe de Lamouchi sur ce 1-2 avec Saïb est détournée par Nadon. Ça y est, Auxerre est en confiance, on sent les joueurs détendus, Lamouchi en premier, il se trouve seul face à Nadon et trompe pour la première fois de la soirée le gardien lillois. On joue depuis 8 minutes, Auxerre 1, Lille 0. A noter que la passe décisive est de Corentin Martins. « 25 minutes se sont écoulées et enfin Lille montre le bout de son nez, mais la tête du Lillois n'inquiète absolument pas Charbonnier. Ensuite, plus rien pendant 10 bonnes minutes et d'un seul coup, Lille accélère avec entre autres Farina. Frappe détournée, but et non, le petit filet sauve Auxerre. Le corner qui suit crée une nouvelle fois le danger, mais Charbonnier est bien présent. Nouveau départ pour Auxerre, c'était le titre de Lyon Républicaine ce matin, mais c'est aussi le titre de la 43e minute. Martins est fauché dans la surface, aucune contestation possible. Et but incontesté de Verlat. La deuxième mi-temps, en tout cas le début et la réplique exacte de la première. Martins donne de bons ballons, en l'occurrence ici à Stéphane Mahé. Et penalty, non, monsieur Garibian estime le contraire. Lille a eu chaud, très chaud. Et quand on a chaud, on prend l'air. C'est ce que fait immédiatement Lille. Bonalaire au corner. Sibierski à la réception, mais Charbonnier est encore très présent. Si vous ne me croyez pas, voici un autre arrêt, celui-ci au ralenti. Du reste, le gardien d'Auxerre se fera un peu mal en retombant. Dans le dernier quart d'heure, rien de bien intéressant. Le score est bien parti pour ne plus évoluer. Mais attention à Lalande, il n'a pas dit son dernier mot. Si finalement il l'a dit, mais à côté, score final 2-0 pour Auxerre. Charbonnier ne s'était pas trompé avant le match. Il fallait gagner ce soir pour être lors du match retour de Coupe d'Europe en pleine possession de ses moyens. Je prédis jamais rien, vous savez, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. On ne se connaît pas du tout l'équipe adverse, donc on espère gagner de toute façon. Il va falloir faire un grand match de toute façon. Il faut qu'on prenne confiance maintenant pour pouvoir pour passer ensuite en Coupe d'Europe et avant d'aller aussi au PSG, il faut qu'on prenne confiance. Dans quelques instants, nous recevons Haik Kwarte, le champion du monde de boxe, qui va nous parler de ses combats. C'est en direct parce qu'il est 23h40 et 36 secondes très précises. On va regarder la suite du football. Si vous étiez encore dans votre voiture tout à l'heure au moment de Lyon-PSG, eh bien voici les images. Vous savez sans doute que Lyon l'a emporté 2-0. Les images... C'est un match qui reste en équilibre jusqu'à la 35e minute. Tentative de Gravelaine qui libère finalement le but pour Bouafia. Seul but du match, premier but pour Bouafia cette saison, ce qui n'arrange pas les affaires de Caen. 1-0, score final pour Strasbourg.
Une frappe de Dugarry, un sprint de Valdeir. Le premier but bordelais a du rythme et donne des ailes à Valdeir. Encore Dugarry pour l'ouverture et encore Valdeir pour cet extérieur du droit. 2-0 pour Bordeaux. Échange de politesse. Cette fois, c'est Valdeir qui file droit. On est à l'heure de jeu. Valdeir tout droit qui sert finalement Dugarry. Mauvaise soirée pour Sochaux qui n'a pas encore pu transformer ses occasions. Cette faute sur Vos pourrait le permettre, mais Vos, au pénalty, trouve Huard sur son chemin. Enfin, son pied droit, plus précisément. Un petit but supplémentaire pour Valdeir, histoire de bien terminer cette promenade bordelaise. Et un but sochalien quand même pour éviter le Fanny à domicile. Un but obscur, mais un but quand même signé Vos pour se rattraper du pénalty tout à l'heure. Score final sévère, 4-1 pour Bordeaux. Le Havre, le premier à marquer contre Lens. Le Havre en déplacement. Pasquale et Caveglia sur la droite. Pour Lagrange et Dory qui s'arrangent entre eux. Voilà Lagrange et voilà Dory. 1-0 pour les Havrais. L'égalisation est très longue à venir pour les Lensois. 89e minute, Thierry est bien servi. Il ajuste Varmuz. Et le ballon choisit d'aider les Lensois dans cette dernière minute. Thierry avait déjà marqué, un but refusé pour hors-jeu. Cette fois, la chance est de son côté. Le score final, 1 partout entre Lens et Le Havre. Nantes, euphorique, des Verts cassés par 3 fois, c'est vite fait, c'est bien fait, tout est réglé en 20 minutes à la Beaujoire. Les Stéphanois dépassés dès la 2e minute avec ce but de Loco. Endoram tentera juste après sa chance de loin. Et Wedek a bien suivi. 2-0 en 4 minutes, une soirée de rêve pour les Nantais, pas pour Robin Huck qui ira une 3e fois ramasser le ballon dans ses filets. Un but de Makelele à la 17e, coup d'œil et centre détourné de Loco. Makelele plus rapide que Laurent Blanc. Nantes fait le spectacle, mauvaise soirée pour Saint-Étienne. Un coup franc parfait, signé Derzakarian. Montpellier mène 1-0 à Bastia. Rien à faire devant un tel coup de pied, on s'assoit et on regarde. Ouais, rien à faire. Heureusement pour Bastia, l'égalisation ne traîne pas. Juste après la pause, une reprise de Casanova qui remet les deux équipes à égalité. La surprise du jour, elle vient de Cannes qui ne parvient pas à se défaire de Martigues et s'incline même dans les 10 dernières minutes du match. Tir de Tolo qui profite finalement à Bertilsson. 1-0 pour Martigues. Voilà, c'était la première partie des buts de première division que vous avez vu commentés par François Pécheux. Nous allons voir maintenant les buts de Lyon-PSG que l'on vous proposait tout à l'heure. Cette rencontre a eu lieu, je vous rappelle, tout à l'heure à 18h. Et eh bien, il y a eu des buts puisque Lyon l'a emporté 2-0. Tout de suite, les images, Jean-Jacques Absalem va nous les envoyer. Avec le premier but de Lyon, il faut dire que le PSG a été rapidement contraint à jouer à 10 contre 11 après l'expulsion de Dieng. Et là, une mésentente entre Colter et Lama. Et c'est James Deba, le Libérien, qui en profite pour marquer. C'est en deuxième mi-temps. Et une fois de plus, Deba est rentré. Deba a marqué. Lyon mène 1-0. Par la suite, le PSG fera le forcing pour tenter d'égaliser. Et en toute fin de match, eh bien, c'est Stéphane Paille qui, de la tête, va devancer la sortie de Bernard Lama pour inscrire le deuxième but. 2-0. Gerland était comble. Et une très bonne affaire pour les Lyonnais. Vous allez le voir dans un instant avec le classement actuel de première division donc à l'issue de cette 9e journée. Voici d'abord les résultats qui vous sont récapitulés, notamment donc Auxerre Lille 2-0. Voilà, Nantes premier 21 points, Lyon 20 points. Ils ont fait le trou, on peut le dire. Après Lens, Cannes, Saint-Étienne, Strasbourg et Martigues, Bordeaux, Paris Saint-Germain, Auxerre. Et derrière, eh bien, toujours des problèmes pour Caen, Montpellier et Metz. À noter la rencontre qui aura lieu jeudi sur Canal+ entre Monaco et Montpellier et Monaco en direct donc jeudi soir, parce que là il y aura vraiment du drame dans l'air. On passe au loto puisque ça concernait la première et la deuxième division. Voici les bons résultats et les rapports avec le revainqueur, puisqu'il n'y en a eu qu'un, à 13 bons pronostics, qui gagne 1 838 979 francs. Si en plus il a le numéro pactole, ça va pour lui, hein. 12 bons pronostics, vous lisez les rapports également. Et pour chaque match, vous connaissez tout.